Bonsoir, mesdames, messieurs. Oui, je sais, vous nous en voudrez de vous avoir amputé de 12 minutes de partage avec nous ce soir. Mais bon, c'est vite fait, les choses sont reparties. Nous sommes avec vous pour une autre séquence qui, sans doute, évidemment, va vous plaire. J'aurais aimé commencer cette émission en vous parlant des extraterrestres, mais non, je ne pourrais pas. Parce que vous connaissez la zone 51, c'est cette zone-là, cette fameuse base militaire américaine qui abriterait des extraterrestres. J'aurais aimé en parler, mais on n'en parlera pas ce soir. Mais vous devez avoir une chose dans la tête, c'est que bientôt, il y aura le MIVAR. C'est-à-dire, dès la semaine prochaine, est-ce qu'il y aura les extraterrestres MIVAR? Mais je ne crois pas, mais il y aura des masques, des jolies choses comme ça. Mettez ça sur votre calepin du 7 au 11 novembre, du côté donc du parc des expositions, le MIVAR. C'est joli, hein, tout ça, il faut y aller, hein, Christelle. Bien sûr, je connais très bien le MIVAR, c'est magnifique. Bonsoir André. Bonsoir, Christelle. Merci d'être là. Merci. Isabelle, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Alors bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsour à tous et bonsoir chez vous. Herman, bonsoir. Bonsoir, Et merci chers d'être là. téléspectateurs. André, le plateau est On rentre dans le vif du sujet tout de Directement, suite, ouais. juste après cette courte pause. Christelle n'a pas arrêté de maugréer. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe avec ces relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? Oui. Elle ne comprend plus rien. Dernière sortie en date, la junte a décidé de retirer ses jeunes élèves de l'école EMPT à Bingerville. Eh bien tout ça, Christelle, c'est pas fait pour vous rassurer. Bah oui, on s'inquiète un peu. Voilà, nos jeunes amis, ils sont en 6e, 5e, 4e, seconde, terminale et je crois première, terminale D et terminale C. Voilà, ils sont priés de rentrer chez eux, voilà, de reporter à l'état-major donc du Burkina Faso à Ouagadougou. C'est une décision, voilà, de la Grande Muette du Burkina Faso de rappeler tous les enfants de troupes burkinabés, voilà, qui sont à l'EMPT. Il faut rappeler qu'en ce moment, ce sont les congés en ce moment pour les élèves. Donc, ils ne pourront pas repartir vers leurs amis. Ils rentrent manu militari au Burkina Faso, André. Eh bien, est-ce que tout ça vous fait craindre une forme d'escalade qui serait en train de toucher l'un des éléments moteurs même de la vie en société, la question de la formation et aussi du dialogue entre les peuples? Alain, tout ça, je vous demandais, est-ce que ça vous inquiète outre mesure par rapport à tout ce qu'on connaît sur la relation entre les deux pays? Écoutez, moi, c'est une très très mauvaise nouvelle parce que deux pays qui sont liés par l'histoire et par la géographie, mais qui s'affrontent depuis quelques années sur le terrain politique, voire même militaire. Et cette décision qui a été annoncée, je pense, c'est pour moi le clou de la dégradation de cette relation-là. Parce que l'EMPT, c'est vrai, est une école qui est en Côte d'Ivoire, mais c'est une école qui a aussi vu le passage d'un certain nombre d'officiers supérieurs ou même de cadres des pays du Burkina, du Mali, du Sénégal, etc. Une école bientôt centenaire. Elle a été créée en 1939. Et les États avaient convenu aussi d'envoyer des jeunes pour leur formation. Et je suis quand même préoccupé par le niveau qu'atteint la détestation, je pense, réciproque entre les deux pays. Est-ce que vous pensez que c'est une détestation vraiment réciproque, Christelle? Ben oui, moi justement, la question sera posée, Herman. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une histoire de réciprocité? Selon un article burkinabé, il dirait voilà, que les élèves militaires ivoiriens qui étaient donc au Burkina voilà, ne sont plus revenus depuis lors. Donc, effet de réciprocité, ils demandent eux aussi à aux enfants, on va dire ainsi, de pouvoir rentrer au Burkina. Bon, Comment est-ce que vous appréciez cet aspect, Herman? Jusque-là, on ne connaît pas en réel de façon une note officielle qui dise que c'est par rapport en réaction à ce retrait, enfin, à la non-présence de ces élèves militaires ivoiriens dans les écoles au Burkina qui ait motivé cela. Mais moi, je dis, au-delà de cela, il y a quand même, peut-être qu'aujourd'hui, vu l'orientation, les axes militaires que se donne le Burkina, est-ce que le modèle de la formation à l'EMPT répond
aujourd'hui aux attentes de la junte. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les partenaires dans la formation militaire qui accompagnent le régime, qui accompagnent le régime burkinabé ne sont peut-être pas les mêmes partenaires aujourd'hui que par le passé. Peut-être que la Côte d'Ivoire et le Burkina ne partagent pas les mêmes partenaires dans ce sens-là. Donc peut-être, comme ça ne cadre pas avec notre nouvelle vision de l'armée, peut-être que chacun va s'occuper. Sur ça, sur cette différence de vision, vous n'êtes pas intrigué que cela arrive dans un contexte comme celui-là? Le fait éventuellement de constater que la formation ne répond plus à ce que souhaitent les Burkinabés. Est-ce que ça n'arrive pas à un moment où vous pouvez vous interroger un tout petit peu? Mais aujourd'hui, on est d'accord que les relations entre le Burkina et puis la Côte d'Ivoire, notamment sur les questions de défense et autres, ne sont pas au beau fixe. Donc cela peut créer des suspicions légitimes de part et d'autre. Donc moi, je pense que si c'est confirmé aussi que les élèves ivoiriens militaires qui étaient dans les écoles militaires au Burkina ne sont plus repartis, donc cela peut, je veux dire, présager tout ce qu'on dit actuellement. Très bien. Isabelle, comment est-ce que vous analysez cette nouvelle donne quand on sait qu'il y a bien longtemps, Alain l'a dit, c'est depuis 1939 que l'école existe et les élèves burkinabés ont toujours fréquenté cette école-là. Comment est-ce que vous comprenez cette décision? Déjà, pour revenir un peu sur ce que Herman disait tout à l'heure, moi j'ai envie de dire, principe de réciprocité, j'ai pas envie de confirmer. Je n'y crois pas trop parce que quand on sait que le Burkina Faso aujourd'hui n'est pas un pays stable parce que beaucoup, en tout cas, d'attentats terroristes, 2 coups d'État en 1 an, comment envoyer donc des enfants aller faire une école quand on ne sait pas en fait ce qui pourrait se passer demain? Moi, j'aimerais en tout cas m'appesantir sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui ont une relation multidimensionnelle, qu'elle soit culturelle, sociale, ethnique, commerciale, etc., mais surtout fraternelle. Aujourd'hui, on avait donc 14 élèves burkinabés qui étaient donc à l'EMPT, qui est une école d'excellence, qui a formé donc de hauts cadres de ce pays. Je pense à Guy Robert qui a fait l'EMPT, je pense à Lida Kwasi qui a fait l'EMPT, je pense également à des hauts cadres de la sous-région comme feu le président Lansana Conté de la Guinée. Donc aujourd'hui, en fait, je trouve ça malheureux parce qu'en pleine année scolaire, ces élèves sont retirés d'une école d'excellence pour aller où finalement? Ils sont très jeunes aussi pour certains. Exactement. Et ces jeunes sont aussi en classe d'examen parce que pour la plupart sont en classe de terminale ou encore de 3e. Je tiens quand même à rappeler que cette année 2023, l'EMPT a fait 100% de taux de réussite à l'examen du BEPC. Donc j'ai envie de dire c'est vraiment dommage pour ces enfants qui se retrouvent enlisés en fait dans un conflit qui ne dit pas son nom entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et j'ai envie de dire aussi que le Burkina Faso est en train de tirer la corde un peu trop loin et à trop tirer sur la corde, on va arriver en fait à des dommages. En revanche, et je vais terminer vraiment sur ce point-là, c'est vraiment pour ça en fait que je suis contre les coups d'État. Parce que quand on voit des pouvoirs d'exception, comme c'est le cas actuellement au Burkina Faso, moi je pense par exemple au président Roch Kaboré quand il était encore au pouvoir, parce que c'était un président élu démocratiquement, il avait instauré, il y avait donc la coopération avec la Côte d'Ivoire via le TAC, il y avait des contrats qui étaient signés, donc qui pouvaient permettre en fait une expertise à la fois technique, financière, qui pouvait aider donc les 2 pays à aller de l'avant. Aujourd'hui, le TAC s'est arrêté. Donc j'ai envie de dire... il y en a un peu marre, quoi. Voilà. Donc il faudrait arriver en fait à avoir une stabilité étatique, une stabilité au niveau des différents pouvoirs de l'exécutif et donc à avoir des pouvoirs démocratiquement élus. C'est un vrai coup de gueule, Christelle, mais je tiens à rappeler, avant de permettre à Daouda de réagir, que l'information avait circulé qu'en mars dernier, la Côte d'Ivoire avait livré plus de 2 milliards de matériel, au Burkina. Donc, voici sans doute ce qui peut caractériser l'état d'esprit du pouvoir ivoirien qui livre 2 milliards de matériel. Et d'un côté, on a cette information-là. Est-ce que vous jugez réellement, parce qu'on parlait de réciprocité, qu'il y a un vrai problème de réciprocité ou de confiance rompue du côté burkinabé, ce qui peut être le cas? Bon, disons les choses clairement. Moi, de mon analyse, je pense qu'il y a une tension. Si les tensions entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ne sont pas visibles, il est clair qu'il y a tension. Ça, c'est un fait. Gaz. Voilà. Le Burkina, en demandant le retour de ses enfants de troupes au pays, je pense pour ma part, se dit qu'ils sont bien à côté d'eux parce que ça les rassure plus.
Il faut rappeler que le 19 septembre dernier, il y a 2 gendarmes ivoiriens au niveau du nord qui étaient en train de poursuivre des orpailleurs clandestins qui se sont retrouvés à Kwame-Ya, un territoire burkinabé où il y a conflit territorial. Finalement, ces 2 gendarmes ont été ramenés Mani Militari à Ouagadougou. La discussion a accouché d'une souris. Et on le sait tous, par le biais de nos confrères de Jeune Afrique, qui disaient que la junte burkinabé faisait un chantage que je trouve honteux à la Côte d'Ivoire, demandant pour le retour de nos gendarmes qu'on leur donne les gens qui ont fait des tentatives de coup d'État qui sont rentrés à Côte d'Ivoire ici. Ces derniers, moi, j'estime pour ma part que ce chantage est grossier. Mais avec tout cela, quand on regarde la situation, on se dit autant qu'on ramène nos enfants auprès de nous. Mais là où encore je déplore des choses, c'est que cette phase d'application de réciprocité dont tu parlais tout à l'heure, je veux dire, pour moi, ça concourt simplement en fait à faire le populisme au niveau... C'est parce que c'est comme ça qu'ils travaillent, les gens qui sont dans la gêne. Ils sont dans le populisme parce qu'ils estiment qu'ils sont souverains. Un souverainisme que moi, je trouve assez frélaté. Mais je tiens à rappeler à la jeune burkinabé qu'au plus fort de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, malgré qu'on avait 49 soldats qui étaient au Mali, la Côte d'Ivoire a formé 62 officiers maliens qui ont été décorés et qui sont répartis au Mali. La Côte d'Ivoire, c'est un État sérieux. Très bien. Daouda, on reste avec vous. Sur le point de la réciprocité, est-ce que ce n'est pas l'État-major ivoirien qui a fait une note à effet justement de rapatrier les Ivoiriens qui étaient au Burkina? Est-ce que ce n'est pas une décision privée peut-être des familles? Comment est-ce que vous observez ce point-ci? Je pense que, comme je le disais tantôt, l'État de Côte d'Ivoire est un État sérieux. Et c'est un État assez courageux. Si l'État ivoirien voulait faire retourner ses enfants officiellement, il allait avoir une note officielle. Dans la note qui a été écrite par l'un de nos confrères burkinabés, il dit que les enfants sont venus en vacances, ils ne sont plus revenus. Donc il n'y a pas de quelque chose d'officiel. C'est eux qui, dans leur élan de populisme, comme on le leur connaît, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est comme ça qu'ils arrivent à galvaniser les foules autour d'eux. Nous sommes un État souverain, nous sommes un État ceci. Donc du coup, on va appliquer le principe de réciprocité. Je pense que le Mali l'a essayé. La MINUSMA est partie, ils sont en train de crier à tort ou à travers. Finalement, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ne sont pas partis. Il faut arrêter cela. 2 choses à faire, les amis, pour la suite. Réaction donc aux propos de Daouda, mais à vous, Alain, je voulais quand même poser une question essentielle, que ça va expliquer un peu la progression de nos propos tout à l'heure. Quid de la coopération militaire pour lutter contre le terrorisme, etc. Mais écoutez, déjà pour lutter contre le terrorisme, il faut être unis, mais lorsque les relations sont tendues avec les voisins, Mali, Burkina et puis un peu plus loin le Niger, il va de soi que l'exercice devient un peu compliqué. Moi, je voulais revenir sur les propos de Daouda. Je veux dire, il faut éviter d'être un peu trivial. Ce n'est pas injurieux de le dire. Évidemment qu'il y a de la tension entre les 2 pays. Mais la responsabilité de ceux qui dirigent les gouvernements dans ces 2 pays, c'est de reconstruire cette relation qui apparemment souffre d'un déficit de confiance réciproque. La Côte d'Ivoire a des arguments qu'elle fait valoir, tout comme les responsables burkinabés que vous appelez junte. Je pense que là, c'est une junte, Alain. C'est un parti pris que vous prenez. Non, mais c'est une junte. Il faut appeler un chat, Alain. On ne va pas rentrer dans la rhétorique. Je pense que le devoir aujourd'hui qui incombe aux autorités des 2 pays, c'est de reconstruire ce lien qui s'est quand même distendu. Et comment ils le font justement ces 20 dernières années? Comment on reconstruit après ce genre de choses? Comment on reconstruit? Tout à l'heure, Isabelle évoquait le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il faut vraiment que nos outils ou nos appareils diplomatiques s'attellent à se revoir. Allez à la question qu'on peut vous poser, c'est justement... Moi, je ne sais pas à vous de poser les questions. Après, vous pouvez réagir à ces propos. La question qu'on vous pose, c'est comment on le fait dans un régime d'exception tel que celui qu'on a au Burkina? Non, il n'y a pas de régime d'exception. Il y a eu l'interruption d'un gouvernement qui lui-même était issu, je pense, d'un coup d'État, n'est-ce pas? Oui, voilà, par des militaires. Et la responsabilité en tant que pays membre de la CEDEAO et en tant que pays leader de la sous-région, la responsabilité de la Côte d'Ivoire, c'est, je pense, de continuer ce dialogue-là. Évidemment qu'il est difficile peut-être de dialoguer, de parler avec les autorités du Burkina Faso, mais nous n'avons pas d'autre choix. Tout à l'heure, je le disais, nous avons au moins 2 éléments qui militent à ce que nous ayons cette obligation de dialogue, l'histoire et la géographie. S'il y a un délitement de l'État au Burkina, vous pensez qu'il n'y aura pas de répercussions sur la Côte d'Ivoire, ne serait-ce même plus par le mouvement de population? Vous avez dû observer dans le nord du pays, avec cette arrivée massive de ressortissants du Burkina, et évidemment qui sont dans la plupart de nos régions. Sur le plan économique également,
parce que le Burkina n'a pas de façade maritime. Son entrée sur la mer, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que du point de vue économique, les deux pays ont une obligation de coopérer. Donc, il y a d'autres éléments. Tout à l'heure, on parlait de l'IMPT. Donc, du point de vue de la formation, il y a l'université d'Abidjan, il y a Yamoussoukro, il y a les grandes écoles, etc. Je pense que si les dirigeants ont du mal à parler, les peuples, eux, souhaitent toujours continuer de se parler. Donc, il y a cette responsabilité que nous devons assumer, je pense. Moi, je voulais réagir un peu sur la question, l'hypothèse que des familles auraient vu la situation mais ça reste une hypothèse. Oui, d'insécurité au Burkina et qui auraient bien voulu décidé de ramener leurs enfants. Mais vous dites que c'est quand même, on parle de l'armée, de tout ce qui est défense et des choses assez délicates. Donc je pense bien qu'il y a des formules, des canaux de bons procédés et d'information. C'est-à-dire que même si ces familles-là ont décidé que leurs enfants ne retournent plus parce que la situation n'est plus sûre au Burkina, il faille que les autorités ivoiriennes envoient des informations. C'est là où je vais vous arrêter. Vous mais peut-être que ça a été fait. Oui, mais depuis là jusque-là, on est en train de supputer. On ne sait pas, ne supputons pas sur le fait que ça a été fait. Restons quand même sur l'hypothèse. L'hypothèse, comme dit Alain, pourquoi elle peut paraître plausible? Parce que vous restez sur le seul cas des parents. Mais les étudiants, enfin les élèves en question, ils peuvent avoir peur. C'est un pays qui est en proie au terrorisme. Ils peuvent déserter, ce qui arrive dans l'armée. Donc je veux dire que le lien que vous faites directement avec l'État, pourquoi vous pensez que forcément l'État de Côte d'Ivoire serait au courant d'une éventuelle désertion de certains éléments, enfin... Ou parce qu'ils sont des militaires, parce qu'ils sont militaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés en villégiature au Burkina. Oui, ils sont allés avec... Non, oui, éventuelle, ça peut être une désertion éventuelle, mais en ce moment-là, l'autorité compétente doit pouvoir s'assurer que, effectivement, ces élèves-là ont choisi de faire désertion et informer leurs interlocuteurs burkinabés. Non. C'est les Burkinabés qui constatent la désertion. Non, je parlais de plutôt des Ivoiriens. Non, parce qu'il y a deux cas. Il y a aussi que des élèves et militaires ivoiriens, des enfants, certainement des trucs qui sont dans des écoles de formation militaire au Burkina, ne sont plus venus. Ça, on a compris. C'est de ça qu'on dit. Qui constate la désertion? Ce sont les Burkinabés. Et donc, à ce moment-là, ils préviennent la partie ivoirienne pour dire, vous avez des étudiants ici, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce que je veux vous dire, c'est-à-dire que si tout de suite, nous, dans notre hypothèse, on commence à penser que l'État ivoirien, sachant cela, n'a pas prévenu les Burkinabés, c'est là où je ne comprends pas le raisonnement. Moi, je ne suis même pas en train de dire que les autorités ivoiriennes, sachant cela, n'ont pas prévenu. Mais je veux dire que l'argument pour les familles, cela suppose que nous sommes plus ou moins informés. Si des familles décident que leurs enfants ne repartent plus au Burkina parce qu'il y a une situation qui ne serait pas sûre, l'état-major, enfin, ceux aurait qui dû faire une note, c'est ce que vous voulez dire? L'état-major est au moins informé de cela. Ouais. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les Burkinabés, aujourd'hui, leur note officielle qui informe dans leurs canaux les différents responsables, c'est de retirer, c'est pour eux qu'on sait. Et qu'en est-il des élèves militaires ivoiriens qui sont au Burkina, qui ne sont pas partis? Très bien. Alain, est-ce que vous pensez que cette omerta nous a mis dans cette situation-là? On aurait pu communiquer sur la partie, ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour les enfants? Même dans les deux sens. C'est-à-dire d'abord l'information du Burkina, parce que c'est une note qui est adressée aux autorités ivoiriennes, c'est d'informer l'opinion pour ne pas déjà que les autres élèves soient mis devant le fait accompli à la rentrée, constater que leurs amis ne sont plus dans l'établissement, informer donc l'opinion publique enfin nationale. Et puis, l'autre information concernant les élèves ivoiriens en territoire burkinabé qui ne retourneraient plus, je pense que c'est un minimum d'informations. Mais ce reproche, on l'a toujours fait ici à nos institutions depuis 3 saisons, c'est l'absence de communication, même à minima. Très bien, Isabelle. Information ou pas, moi, mon point vraiment sur le principe de réciprocité, moi, me pose problème quand il s'agit en fait d'enfants qui sont en formation et surtout dans une école en fait d'excellence dans un pays qui est stable. Moi, je me dis, on peut faire la réciprocité sur d'autres domaines, mais vraiment quand il s'agit d'enfants qui sont l'avenir de notre pays, je pense qu'il faudrait faire certaines concessions.
Daouda. Moi, Vous allez ramasser tout ça et puis on va poursuivre. Oui, effectivement, ce que j'aimerais juste dire, même si Alain n'aime pas qu'on dise la gente, mais il faut apprendre à appeler un chat un chat. Et puis, c'est pas péjoratif. Et puis, franchement, c'est une jeune militaire qui n'est pas venue démocratiquement. Et quand je regarde toute cette situation, tu parlais de il faut qu'on rétablisse le TAC. Pour rétablir le TAC, il faut rétablir le TAC avec un gouvernement civil. Depuis des mois et des mois, on demande à cette gente-là de rétablir l'ordre constitutionnel, mais tout est mis en œuvre pour pas que l'ordre constitutionnel puisse être rétabli pour que les populations puissent être dans de bonnes conditions, de sorte à ce que les États puissent coopérer pour lutter efficacement contre ce qu'on appelle le djihadisme. Comment? Sous Damiba, il n'y a pas eu de réunion du TAC? Non, je ne crois pas. Vous croyez? Bon, d'accord, on va faire des archives. archives. On peut vérifier. Donc, vous comprenez que c'est techniquement difficile de travailler avec un régime militaire, M. Alain. Daouda, rapidement, on essaie de réfléchir un peu sur ce que la partie ivoirienne aurait dû faire, justement, pour ne pas que, justement, l'État burkinabé se dise ils veulent nous faire du mal ou ils veulent se montrer qu'ils sont supérieurs. Est-ce que nous n'aurions pas dû communiquer que, attention, nous avons reçu peut-être, on est dans la supposition des familles, que X, Y ou Z ne retournerait plus dans votre institution, priez à ne pas considérer que c'est une action du gouvernement ou c'est des actions privées. Christelle, il ne faut pas s'arrêter à ça, en fait, parce qu'aujourd'hui, dans mon analyse... C'est une question qu'on peut la question que vous posez, effectivement, elle est juste. Mais ce que vous devez regarder quand je vous dis que c'est difficile de discuter avec une gente, parce que cette gente-là a tenté un chantage éhonté à la Côte d'Ivoire. Très bien. Lorsque deux gendarmes ont été pris et qui sont jusqu'à présent encore en détention. On dit les discussions sont en cours, c'est vrai. Mais on a eu à nous, État ivoirien, on a eu à arrêter des forces de défense à burkinabé qui ont été raccompagnées au Burkina pour dire qu'on est dans une dynamique de discussion avec eux. Mais comme ils sont dans de la belligérance et dans du chantage comme les terroristes, ben c'est normal qu'ils fassent ça parce qu'ils ont peur. Pendant ce temps, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme continue de fonctionner. Il y a eu un beau séminaire. Et ils attendent quand même 700 stagiaires qui sont quand même des autorités antiterroristes dans des pays pour essayer de faire en sorte qu'on ait des pratiques, on va dire, un peu communes. Y aurait-il des Burkinabés dedans? C'est vraiment une vraie question qu'on se pose, alors que c'est un vrai outil. Ouais, mais avant de commencer à ce que vous réagissiez là-dessus, est-ce que cette académie-là ne pourrait pas pâtir de ce type de relation? On va quand même vous faire un premier tour de table très rapidement là-dessus. Est-ce que vous pensez que le travail de cette académie-là pourrait être impacté par ce type de décision? Ça me permet de réagir un peu au propos de tout à l'heure d'Isabelle quand elle parlait de l'école, de l'EMPT, la qualité de la formation à l'EMPT. Mais moi, je pense que les autorités burkinabées aussi savent, quand elles retirent leurs élèves et autres qui sont en formation ailleurs, ont certainement des établissements avec une formation, un contenu de formation qui est bien clair pour les prendre en charge. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est ailleurs forcément qu'il y a. Donc j'ai même évoqué les nouvelles orientations en termes de formation, des attentes au niveau de l'armée. Maintenant, pour revenir sur la question de l'académie, aujourd'hui, on sait bien que la question du terrorisme, c'est dans une zone qu'on gère le terrorisme. Puisque les terroristes voyagent, bougent d'un territoire à un autre. Donc, forcément, cette école-là, elle doit pouvoir intégrer toutes les composantes, même des élèves qui viennent d'ailleurs, des officiers qui viennent d'autres pays qui sont touchés par le terrorisme. Justement, la question d'André, c'était justement avec ce genre de rapport et de relations, de décisions, est-ce que l'académie, justement, n'est pas mise à mal parce que certaines entités peuvent se retirer? On n'en est pas encore là. Du moment où on constate qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur n'a pas été rappelé, donc il y a toujours les discussions, les échanges qui se poursuivent. Il faudrait que, c'est juste concernant l'EMPT et certains autres aspects, que les gens se tirent un peu là-dessus, mais je pense que ça peut se régler. Alain, permettez-moi l'image militaire, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que cette académie n'a pas pris un obus dans un de ses piliers? Forcément, lorsque la coopération est restreinte avec les pays amis et frères, il va de soi que cette académie, d'abord, elle est faite pour les pays voisins, les pays amis. Et lorsque les relations se tendent, ça réduit d'autant plus le champ d'action de cette académie. Je vais juste d'un mot sur le TAC. Rappeler que la dernière réunion a eu lieu en juillet 2021 à Ouagadougou
et qu'il était prévu une autre réunion en juillet 2023. Et je pense que cette réunion n'a pas pu se tenir. Permettez, avant que vous ne réagissiez, on va écouter... Mais pas pour les raisons que donne Daouda. C'est ça. Ben, elle n'a pas eu lieu. Non, on va revenir là-dessus, les amis. On ne vous a pas donné la parole. Le temps que vous réagissiez tout à l'heure à cette affaire d'académie, c'est très bien, il a continué de travailler. Donc, il y a eu donc, un séminaire qui a permis donc, de réfléchir un peu sur la gouvernance djihadiste au Sahel. Justement, nous sommes dans cette zone-là, entre un modèle de pénétration et maillage du territoire. Et on écoute le général Alla Kwame, qui, au sortir de ce séminaire, a adressé un petit message qu'on écoute là maintenant. Depuis 2017, les groupes extrémistes ont entamé une phase de recomposition qui leur a permis de définir des stratégies d'expansion. Celles-ci construites autour d'un narratif ethno-religieux et d'instrumentalisation des carences structurelles défient en pratique les paradigmes classiques de sécurité opérationnelle. À cela s'ajoutent des tensions géopolitiques. Visiblement, elles bouleversent les approches de coopération entre les États de la région, essentielles contre un fléau transnational qui méconnaît les considérations de frontières étatiques. C'est au nom de cette coopération que la Côte d'Ivoire et la France ont décidé de la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette institution, par sa structuration et ses objectifs, est unique au monde. Elle est un pôle d'excellence en matière de lutte antiterroriste. Je pense que le général a été très clair. Merci en tout cas de cet élément-là à la régie, mais il a été très clair. Cela bouleverse quelque chose. Il y aura forcément des antécédents, il y aura forcément des choses qui vont bouger. À la réaction au propos du général Alla ? Ce sont les propos que nous tenions déjà sur le plateau avant cet élément. Oui, pour lutter contre l'insécurité créée par les djihadistes, il faut être unis. Moi, j'ai juste un souci du point de vue scientifique avec le terme qui a été utilisé. On parle de gouvernance djihadiste. Bon, franchement, moi, je pense que le mot menace aurait clairement suffi. Maintenant, ils entendent gouvernance du point de vue de l'organisation, de la structuration, etc. Exactement. Je pense que ça donne même une forme de légitimité dans le lexique qu'on utilise à ces groupes terroristes criminels. Mais dans les faits, est-ce que ce n'est pas le cas? Parce que quand ils s'installent, ils prennent des villes, ils établissent leur système et tout cela. Une autorité, oui, voilà. Oui, bien sûr. Très bien. Très bien. Alors, vraiment... Non, ça va. Permettez, les amis, qu'on ouvre quand même un chapitre dans cette émission qui est extrêmement important. Tout ce qu'on a dit, c'est aussi important. Mais ce chapitre-là, important, vous le savez, ça vous tient à cœur, mesdames, messieurs. En tout cas, merci de vos propos sur ces sujets assez militaires. Mais parlons des choses simples de la vie en société. Le droit à l'information du citoyen. Parlons-en. Voici qu'on a vu une note de service du ministère de la Santé qui semble être quand même une façon de verrouiller un peu tout et au détriment du citoyen qui parfois a besoin d'informations. Qu'en pensez-vous, Christelle? Et comment tout de suite vous plantez le tableau? Écoutez, moi je vous donne lecture de quelques mots de cette note de service qui est signée du docteur Akashar Kofi. On vous reviendra sur la fonction de l'homme. Il dit, il me revient de façon récurrente que des structures du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle et celles sous sa tutelle communiquent avec les organes de presse sans autorisation de l'autorité hiérarchique. En vue de mettre fin à cette situation qui porte gravement atteinte au crédit de notre administration et au système sanitaire, je demande aux responsables des directions centrales, directions régionales et départementales des programmes et structures sanitaires du ministère en charge, ainsi que les établissements publics sous sa tutelle, de solliciter l'autorisation préalable du cabinet avant toute communication avec les médias. Et il termine en disant qu'il attache du prix au respect scrupuleux de cette mesure sous peine de sanctions disciplinaires. Daouda, est-ce que ce n'est pas une façon peut-être de contrôler? Nous sommes dans un domaine assez sensible, c'est la santé. On ne va pas communiquer à tout va. Ce n'est pas une façon de... Vous pensez que c'est une façon de fermer à l'information ou de mieux la contrôler, Daouda? Moi, je suis quand même surpris pourquoi on en parle encore en 2023. Parce que
Surpris de quoi, Daouda? Oui, je suis surpris de cette note circulaire, parce qu'en 2018 déjà, la même note circulaire existait déjà sous le ministère de Raymond Goudou Kofi, qui avait fait, qu'on appelle ça, fait circuler cette note-là. Donc, le nouveau directeur du cabinet, il ne fait que remettre la circulaire au goût du jour. Maintenant, pour ce qui me concerne, pour moi, il n'y a pas de feu à la demeure. Ce n'est pas une privation de liberté, d'information, de liberté. Aujourd'hui, la santé, c'est quelque chose qui est important. Donc, du coup, quand des journalistes doivent venir dans un hôpital pour venir faire des reportages sur X, Y ou Z choses, il est important que la direction communication du ministère soit au courant de cela, parce qu'on parle de santé des gens. Et les informations, les informations sur la santé sont assez sensibles. Ça, c'est mon point sur la question. On va être quand on a parlé hier, permettez-moi d'avoir un peu de culture. C'est important qu'on revienne là-dessus. Peut-être que je suis un peu culture. Non, c'est pas ça la question, je pose la question. C'est-à-dire que quand, par exemple, docteur Pierre Paulin à Paris doit parler à la télé pour nous parler d'une épidémie, ou docteur Broussa ou machin, vous comprenez qu'ils n'ont pas eu besoin du directeur de cabinet ou du cabinet pour expliquer aux Français l'ampleur d'un phénomène de santé. Mais M. André, là où je vais vous arrêter, parce que vous parlez d'épidémie, mais l'épidémie, ce n'est même pas une question... Non, c'est juste un exemple. Oui, mais je m'appuie sur votre exemple. L'épidémie, c'est une question nationale. Donc, partant de ce principe, ça dépasse même le cadre même du ministère. On parle même du Conseil de sécurité de l'État. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'on ait les autorisations de la hiérarchie avant de parler de ces questions de santé. Et pour rappel, pour ceux qui se rappellent encore, à Daloa, il y a une parturiente qui est décédée sur le billard parce qu'elle avait été mal prise en charge. Mais quand le médecin a commencé à parler à tort et à travers, finalement, tout était parti en dichotomie. Mais il a fallu justement que la direction, le cabinet le ministère parte pour s'informer qu'il y ait l'ordre des médecins qui se mettent en place pour qu'on sache véritablement que le gynécologue en question avait en griffe merdé. Mais finalement, il a été sanctionné. Mais si ça n'avait pas été fait. On va être court, s'il vous plaît. À un moment donné, on ne peut pas avoir tout. Enfin, moi, je suis toujours émerveillé quand un journaliste défend et soutient la censure. Ce n'est pas une question de défendre la censure. Je pense que le droit à l'information est non négociable et inscrit dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on demande aux institutions de la République, à tous les ministères, et le président de la République l'a rappelé maintes fois lors des conseils des ministres, c'est cette obligation de redevabilité, c'est d'expliquer le travail, de communiquer. Vous voyez, il y a quelques jours, André et moi avions contacté une autorité en charge de la régulation pharmaceutique pour demander que l'un des responsables vienne sur notre plateau. Après un accord de principe, il nous a été indiqué qu'il était impossible d'envoyer quelqu'un pour nous expliquer pourquoi des médicaments sont interdits en Côte d'Ivoire ou voire même en France. Vous voyez? Donc, on a quand même ce devoir, nous, en tant que médias, en tant que journalistes, d'informer l'opinion. Et je pense que les structures qui sont sous tutelle du ministère, quel que soit l'événement, quelle que soit l'actualité, ont l'obligation de donner l'information chaque fois que les journalistes en manifesteront le besoin. Très bien. On demande juste l'autorisation du ministère. Non, on a entendu votre point de vue. C'est une redite, ça nous apporte pas. Vous l'avez déjà dit avant. J'aimerais réagir. Vous allez réagir. On va passer la parole à Herman. Herman, on va sur... Est-ce que c'est pour serrer, bien contrôler l'information? Vous pensez que non, on est en plein dans la censure? On ne cherche pas à contrôler l'information. L'information, on cherche plutôt à la maîtriser. Ce que les gens ne savent pas, moi je pense que ce n'est même pas le ministre, ces gens, ou le directeur du cabinet, ces gens de notes circulaires-là sont souvent motivés par le premier responsable de la communication. Peut-être qu'ils sont... Non, je vais terminer. Bien sûr, non, ça veut rien. Oui, mais je vais terminer. Le travail, il y a aujourd'hui le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui gère aussi la CEMU. Mais il y a plein de choses à faire, il y a plein de directions centrales. Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a une information qui doit être donnée par les responsables services de communication de ces structures-là, il faut aller prendre d'abord l'autorisation du ministre? Ce qu'on dit, ça veut dire que soit le ministre ne fait pas confiance aux directeurs centraux qui positionnent, parce que c'est à eux de lui faire des rapports de l'activité du département en question. Et non pas son service de communication qui doit contrôler ce que... Le service de communication du ministère de la Santé, le service de communication central, doit peut-être avoir un travail de coordination, aller les visiter, les orienter pour mieux faire leur travail, et non pas chercher
à les enfermer, à les contrôler, à faire en sorte qu'ils ne fassent pas. Tu t'en vas faire un reportage au CHU de Cocody, on dit qu'il faut attendre que le ministère de la Santé donne l'autorisation. Mais vous voyez, en ce moment-là, à quel moment est-ce qu'on peut être efficace dans le travail qu'on fait? On doit terminer avec Isabelle. On pourrait revenir sur le sujet, on a d'autres cadres. Hein, déjà, je tiens à rappeler que c'est une note de service, donc en fait, son utilité n'était pas de se retrouver sur la place publique. Mais les journalistes, ils prennent les notes où ils veulent. Non, laisse-moi terminer. Tu as parlé tout à l'heure, je t'ai écouté religieusement, donc laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Donc en fait, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet en tout cas de pouvoir réguler la communication qui doit être faite. Ça rentre dans le cadre d'une stratégie de communication globale. Ça ne veut pas dire en fait que les différents chefs de département ou autres ne vont pas communiquer, ils vont le faire, mais s'ils ont des sollicitations de médias concernant une question bien spécifique, il faudrait bien entendu se référer à sa hiérarchie avant de se répandre dans les médias. Tous les chefs de département ne sont pas outillés en fait sur la question de communication. Ils ne peuvent pas donc de façon unilatérale prendre sur eux la possibilité d'aller se répandre en fait dans les médias. Parce qu'on a vu, hein, les exemples sont légion de gens qui ont fait en tout cas des communications qui sont allés à l'encontre même de la vision globale du ministère en question. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Il faut structurer les choses. Ça ne veut pas dire en fait qu'on censure la parole ou qu'on censure l'information. Bien au contraire, on la régule pour qu'elle soit davantage harmonisée et diffusée au plus grand nombre. Mais lorsque Isabelle dit, par exemple, que rapidement un mot. Permettez-moi terminer. Cette indiscipline, il faut l'arrêter. Il n'y a pas d'indiscipline. Vous n'allez pas terminer. Vous n'allez pas terminer. On a fini, on doit partir au JT. Vous n'allez pas terminer. Voilà, on a dit, on peut revenir sur la question un autre jour. Mais pour l'instant, à tout de suite. Depuis le 1er août, le parti est rentré dans une nouvelle phase de son histoire presque centenaire. Et depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, ils nous font l'amitié de nous rendre visite ici même. Ce sont les cadres du PDCI et moi je le tire mon chapeau simplement parce qu'ils ont décidé en toute transparence de s'exprimer, de parler de la vie de leur parti. Et je pense que ce ne sera que profitable pour eux puisque l'ensemble des Ivoiriens les entendront. Nous ouvrons justement la seconde partie, Christelle, de notre rendez-vous avec le PDCI RDA à travers un de ses cadres. Tout à fait. Nous avons le privilège et le plaisir de recevoir ici avec nous Monsieur Jean-Michel Amankou. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes l'honorable. Vous êtes député d'Agny-Beleko sous-préfecture et membre du bureau politique du PDCI RDA. La prochaine élection cristallise les intentions. Tidiane Thiam n'a pas encore dit qu'il était au nombre des candidats déclarés, mais déjà il y a 45 députés qui ont fait une déclaration, André, qui soutiennent et qui appellent de tous leurs vœux, n'est-ce pas, la candidature de Tidiane Thiam. Qu'en dites-vous? Ça me fait un peu sourire. Bon, écoutez, je ne voudrais pas porter de jugement de valeur sur cette activité marginale d'un certain nombre de députés. Pourquoi vous pensez qu'elle est marginale? C'est 45 Pourquoi députés. ça vous fait sourire déjà aussi? Écoutez, quand vous faites le décompte mathématique, je dirais erroné, bon, à vous d'apprécier, il y a du visuel. Vous pouvez compter le nombre de députés qui ont exprimé le soutien à Tidiane, qui est un valeureux cadre que je respecte. D'accord. Mais je trouve cette activité simplement marginale et puis, je dirais, inappropriée. Vous êtes un pro-Banjo? Je suis un pro-Banjo. Je soutiens la candidature de Banjo. Pourquoi? Mais écoutez, je considère que c'est un cadre qui a un vécu au sein du parti, qui est très fidèle au parti, qui a fait preuve de loyauté, qui a fait preuve de résilience et qui, je pense, est un altruiste qui a déjà fait ses preuves en apportant une valeur ajoutée au regard de la formation des jeunes Ivoiriens au travers de sa fondation Béni International, qui est d'utilité publique. Près de 500 jeunes ont bénéficié de formation à l'extérieur, dans les grandes universités, et qui aujourd'hui estime que c'est un cadre valable qui peut diriger le PDCI-RDA, d'autant plus que le PDCI-RDA se confond avec la Côte d'Ivoire. Très bien. Daouda. Monsieur Amankou, vous êtes un pro-Banjo, vous l'avez affirmé, mordicus, de façon claire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que votre champion peut gagner quand on sait qu'il a maille à partir en griffe avec la justice, puisqu'il est déchu de ses droits civiques, il a eu des problèmes avec la justice dernièrement. Est-ce que techniquement, ça déjà, ce n'est pas un handicap pour votre champion? Mais qu'est-ce que vous appelez techniquement? Vous voulez parler de condamnation, c'est une conséquence de la condamnation. Mais écoutez, c'est une condamnation purement politique. Je dirais qu'un prisonnier se trouve en prison.
Vous savez que le président Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Afin Guessan, soit ont connu la prison, soit été condamnés, mais qui dirigent le parti. Ils ont bénéficié de la bienveillance de l'État, donc dans une affaire politique, dans le cadre du dialogue politique. Donc, je considère que c'est une condamnation purement et simplement politique. Et j'irai plus loin pour dire que le maire Akossi Benjo a bénéficié d'ailleurs de son retour d'exil d'un accueil triomphal, avec toutes les instances du parti mobilisées. Il a bénéficié en plus d'une nomination exceptionnelle du président Rikonan Bédié en qualité de conseiller spécial en charge de la cohésion sociale au sein du parti. Une telle personnalité a la qualité de rassembleur. Donc j'estime que cette condamnation est purement politique, elle n'a pas valeur au PDCRDA. Et j'irai plus loin, permettez que je le dise, quand vous regardez les statuts du règlement intérieur du PDCRDA, l'article 111 du règlement est très clair, décline les fautes qu'un militant commet, qui doit être traduit devant le conseil de discipline et être sanctionné. Très bien. Je vous le dis, depuis qu'il est là, il n'a jamais été sanctionné par le conseil de discipline, donc il jouit de ses droits au sein du PDCRDA. Isabelle, comment réagissez-vous justement au propos de l'honorable? Moi, j'ai une question qui va être plus ou moins simple. Vous avez bien décrit, en tout cas, son parcours, le parcours de l'homme politique, etc. Mais aujourd'hui, à 72 ans, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un cadre à même de pouvoir insuffler une nouvelle dynamique, un renouveau au sein du parti? Mais pourquoi vous dites 70 ans? 72 ans. Mais il y a des candidats qui ont 60 ans, 61, c'est un adulte comme tout autre. Écoutez, le maire Noël Akossi Benjo a un parcours de rénovateur. Hein, c'était les rénovateurs, bien sûr, voilà. De l'ECI. Voilà, de réformateur, je dirais. Parce que la rénovation, ça fait un peu chose. Il a parlé de la rénovation en son temps, c'est une histoire. Du vivant du président Rikonan Bédié, malgré le fait qu'il était en exil, qu'il est rentré, qu'il a bénéficié de cette nomination que nous connaissons tous, il n'a pas laissé sur la parole pour dire « Je veux un nouveau logiciel pour le PDCRDA pour que le PDCRDA soit un outil assez performant ». Donc de son vivant, du vivant du président Rikonan Bédié, il a toujours exprimé cette volonté d'apporter, je dirais, de la réforme au PDCRDA. Donc aujourd'hui, le président Rikonan Bédié n'est plus. En sa qualité de conseiller spécial chargé de la cohésion au sein du parti, je considère cela comme un testament laissé par le président Rikonan Bédié au maire Benjo, au vice-président Benjo, parce que c'est un rassembleur pour unir tous les clans et faire du PDCRDA un parti attractif. Herman, réaction. Moi, ma question, c'est justement en ce qui concerne les différentes conditions pour être président. Oui. Lorsqu'on regarde aujourd'hui tout ce qu'on constate au PDCI, on voit que les candidats travaillent essentiellement à présenter leur candidature, surtout certains qui pourraient être handicapés par des dispositions. Je prends par exemple cette disposition qui dit avoir été membre du bureau politique au moins pendant 10 ans. Pour quelqu'un qui est profane à tout ce qui se passe au PDCI, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que lorsqu'on a été membre du bureau politique à une année donnée, on reste à vie membre du bureau politique ou bien on peut perdre le statut non, c'est important. Du bureau politique. Pour compléter la parole, la question d'Herman, est-ce que Tidiane Thiam, qui était membre du bureau politique dans les années 96, est dans une forme de continuité au regard de la situation? Est-ce que ça, une fois qu'on est membre du bureau politique, on l'est à vie? Ou bien chaque année, il y a une démonstration qu'on l'est? Qu'on soit présent en Côte d'Ivoire ou pas. Hein. Écoutez, si j'avais la charge du porte-parole du PDCRDA, je vous dirais que je suis astreint à l'obligation de réserve. Très bien. Dans le cas d'espèce, je parle de mon candidat et permettez que je n'aborde pas cette question pour une question de cohésion au sein de notre famille politique. Ma question, je l'ai posée, je n'aime pas indiquer le nom de... C'est moi qui ai complété. Vous, en tant que membre du bureau politique, je pense que vous êtes au fait des dispositions, des tests, de tout ce que les tests prévoient. Est-ce que lorsqu'on a été membre du bureau politique, on peut ne plus être membre du bureau politique ou bien on le demeure à vie? Je vous le dis, je vous le répète, je ne suis pas membre du comité électoral, je ne vais pas me substituer au comité électoral. Je dis en ce qui concerne mon candidat, voici ce que je dis. Très bien. Alors, voilà. Réaction. Monsieur le député, le PDCI était aux affaires à la fin des années 90, lorsqu'il y avait eu une question d'éligibilité concernant l'actuel président Ouattara, et qui était liée à l'une des conditionnalités posées pour être candidat. L'éligibilité, la nationalité, etc. Et il se trouve que 30 ans après, presque, le PDCI, ex-parti au pouvoir, est aujourd'hui confronté à un débat sur l'éligibilité des différents candidats. Il y en a 3 qui se détachent. Monsieur Guikawe, il y a eu une affaire de justice. Vous-même, votre champion serait frappé d'inéligibilité suite à une condamnation. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et puis Monsieur Thiam, et Monsieur Thiam, ben oui, vous ne dites pas du tout, parce que c'est votre candidat, mais s'agissant de Monsieur Thiam,
vous dites que non, vous ne savez pas exactement si vous pouvez nous situer. Alors, moi, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez tiré des leçons du passé? Parce que tout à l'heure, vous avez prononcé le mot cohésion. Est-ce que cela ne devrait pas vous porter à décider de conditions, je veux dire, consensuelles pour permettre aux enfants du PDCI, aux militants du PDCI qu'ils désirent d'être candidats à la présidence du parti? Pourquoi est-ce que vous voulez forcément créer une forme de discrimination? Pour compléter encore, permettez-moi de jouer ce rôle-là, sachant que si on respecte de façon stricto sensu ces conditions-là, Billon, on l'a dit ici, ne peut pas être candidat, Thierry Tannot ne devrait pas être candidat. Est-ce que finalement, ce n'est pas tout le sens de la question d'Alain Toussaint? Non, je vais être clair avec vous. Hein. Je vais être clair avec vous. D'abord, je ne suis pas membre du comité électoral, donc ce sont vos avis. Mais vous pouvez nous donner votre avis en tant que Voilà, mais ce que je peux vous dire, mon candidat est dans la ligne du consensus et de la cohésion au sein du parti. C'est ça. Voilà. Et d'abord ça, au PDCA, je peux vous rassurer, il y a de la maturité. Le PDCA n'imposera jamais. Nous savons où nous devons nous arrêter, et puis tous ces guéguerres de paroles, etc., je vais être clair avec vous, partie du dynamisme au sein du parti. Parce que c'est un parti démocratique, donc où les opinions sont divergent, etc., mais l'essentiel reste, c'est la solidité du parti et l'unité de tous ses cadres. Isabelle réagit rapidement. En parlant de solidité du parti, aujourd'hui, le PDCI, avec les élections qui se sont passées au niveau local, a démontré donc sa force dans le V-Baoulé. Quand on sait que votre candidat, il est plutôt ébrié, est-ce que vous pensez que finalement, il est le meilleur choix, en tout cas pour le parti, à même de pouvoir le diriger? Le PDCA, c'était un parti national. Ne confinez pas notre parti seulement au V-Baoulé. Mais aujourd'hui, sa force est dans le V-Baoulé. Ce qui est sûr, c'est que notre force électorale se trouve dans le V-Baoulé. Ça, c'est une question assez claire. Mais ce n'est pas une condition pour dire parce que nous avons notre force au V-Baoulé qu'on doit forcément avoir, excusez-moi du thème, un Baoulé à la tête du parti. Nous ne fonctionnons pas comme ça. On fonctionne en termes de compétences, en termes de projet pour implémenter quelque chose d'important au sein du parti. Et si vous voulez aller plus loin, on dira que le V-Baoulé, c'est un acquis. Donc, si c'est un acquis, il faut aller bien évidemment aller ailleurs. Mais nous ne fonctionnons pas comme ça. Benjo a un programme pour le parti, pour réformer le parti, pour mettre le parti à flot, pour avoir un outil fort au bénéfice, bien entendu, de la nouvelle génération. C'est vrai que vous êtes... Allez-y, Isabelle. Le parti a aujourd'hui besoin de financement. Est-ce que vous pensez que votre candidat pourra financer donc toutes les activités que le parti va pouvoir mener? Comme le faisait le président Bédier. Écoutez, quand le vice-président Benjo vous dit qu'il n'y a pas d'homme providentiel, ce n'est pas de façon péjorative. Aujourd'hui, le président Houphouët-Boigny n'est plus, le président Henri Konan Bédier n'est plus. Tout le monde au PDC, nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas d'homme providentiel. Nous tous, nous pouvons prétendre à quoi que ce soit. Le plus important, c'est l'unité des cadres, l'unité de tous ces enfants. Et c'est à cela que le candidat Benjo s'y attelle. Mais et au niveau financier, c'était là le... Mais au niveau financier, écoutez, au PDCA-DA, nous cotisons, nous avons nos cotisations, nous avons nos cadres qui ont des moyens. Il suffit d'avoir une réflexion tangible en matière de mobilisation des ressources. Ce n'est pas un individu qui va envoyer de l'argent pour financer le parti. Alain, très bien, pas du tout. D'ailleurs, permettez-moi, même le président Bédier n'est plus, mais le parti fonctionne. On paye les factures d'électricité, on paye tout ce qu'il y a en termes de fonctionnement du parti. Très bien, Alain. D'un mot rapidement, vous n'étalissez pas d'éloge sur votre champion. Quelle qualité reconnaissez-vous au docteur Gikawe, au professeur Gikawe et à M. Thiam, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que militant du PDCI, je peux vous le dire. Quelles sont les qualités ou la qualité que ce soit M. Gikawe, M. Thiam ou M. Benjo sont des cadres valeureux au PDCI. Non, je vous parle de l'un et de l'autre. Et de l'autre. M. Gikawe est valeureux. Il a fait ses preuves au PDCI-RDA. Il a maintenu par ses actions, autant que les autres cadres, a maintenu la survie du PDCI-RDA. Et M. Thiam? M. Thiam, écoutez, c'est une valeur sûre qui a ses qualités. Et vous le verriez diriger le PDCI? Mais pourquoi pas, il a ses cadres, mais il a ses faiblesses aussi. Alors justement, parlons... bon, écoutez, je vous le dis, moi je viens vendre mon candidat. Non, mais on n'est pas au supermarché, mais dites-nous... On n'est pas au supermarché, certes, mais je ne montrerai jamais mon village à la main gauche. Non, mais dites-moi. Parce que c'est un cadre valeureux dont on peut avoir besoin à un moment donné. Je ne suis pas là pour mettre la main gauche sur mon cadre qui est M. Thiam. Ce n'est pas notre propos. Mais je dis... Dites-nous, quelle qualité, est-ce qu'il a la capacité de diriger le PDCI? Si oui ou non, enfin, répondez simplement oui ou non. Je vous l'ai dit que M. Akossi Benjo a du vécu au sein du parti. Non, je parlais de M. Thiam. Laissez-moi terminer. Il a du vécu au sein du PDCI-RDA. M. Thiam a des qualités, il y a des variables. Il y a des bonnes relations, il peut mobiliser les ressources pour aider le parti. Mais il peut avoir des failles, peut-être qu'il n'a pas suffisamment connu le parti dans ses entrailles. Ou le pays. Mais bon, c'est possible. Voilà, on va juste revenir, donner la parole à Herman et ensuite à Daouda et Isabelle.
Tout à l'heure, vous avez dit que votre ligne, au niveau de votre candidat, c'est la ligne du consensus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire des arrangements concernant, pour laisser passer les tests pour trouver un consensus, un consensus dans un code électoral nouveau pour ce congrès? Mais le consensus ne consiste pas à laisser passer les tests. Le consensus consiste à dire, nous sommes des candidats, parlons-nous, et puis trouvons celui qui a même de nous guider, nous tous. Et nous pensons que le meilleur profil, c'est Akossi Benjo. Dans ce cas-là, quelle est la valeur des tests? Des statuts que mais en quoi les tests enfreignent les uns les autres? Aucunement. Le consensus, ce n'est pas lié au test. C'est vous qui dites qu'il y a des failles. Nous, on considère qu'il n'y a pas de failles. On va aller à Daouda. Voilà. Honorable Mamankou, moi je sors un peu des élections et je vais venir sur une question un peu plus nationale, mais concernant le PDCI. D'accord. Je l'ai posé à vos prédécesseurs ici, Jean-Yves Fessot et autres. Ouais. Dernièrement, lors des élections municipales et régionales couplées, le PDCI a eu une alliance avec le PPACI. C'est ça. Quelle analyse, en tant que député de la nation, vous faites de cette alliance? Qu'est-ce qu'il y en a concrètement? Quand vous analysez, comment vous le voyez? Surtout que je rajoute que chez vous, à Nibelekro, la commune est passée dans les mains du RHDP. Donc, est-ce que quelque part, il y a... C'est à discuter, dans le fond. Non, mais après, on vous pose des questions, allez-y. Bon, voilà, mais je vais être clair avec vous. Vous voulez que je remette en cause tout ce que nous avons connu? Écoutez, on sait comment les élections sont passées en Côte d'Ivoire. On a toujours décrété un certain nombre de choses concernant la commission électorale indépendante. Très bien. Concernant la notion des transhumance. Elle a le dos large de la classe EI. Le dos large. Elle doit avoir le dos large. On vous parle de faits, c'est factuel. Ce n'est pas une affaire de dire, c'est factuel. Mais vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, par exemple, quand on regarde les élections, que vous soyez du pouvoir en place ou bien de l'opposition, tout le monde veut mobiliser les loubas pour sécuriser son électorat. Vous convenez avec moi? Quel État nous voulons construire? Quelle société nous voulons construire? Mais concrètement, qu'est-ce qui est sorti de ce partenariat entre le PDCI et le PPACI? Quelle analyse vous faites de ce partenariat? Allez-y. Ça, c'est clair avec vous. L'analyse, c'est une relation factuelle, conjoncturelle que nous avons eue. Nous apprécions au cas par cas pour que nous puissions avoir des alliances. On est d'accord avec moi. Mais moi, ce qui me concerne en tant que cadre du parti, j'ai déjà donné ma position sur les alliances. Je considère qu'une alliance la plus tangible, elle est idéologique. Ça, c'est le principe. Mais pour une question de sauvegarde de la nation, il peut y avoir des alliances avec contre nature, à la limite. Mais je dis et je répète, tout s'analyse au niveau de la haute direction. Très bien. Voilà. L'élection qui va avoir lieu le 16 décembre est une élection court, l'intérêt va au-delà du PDCI. C'est une élection qui concerne tous les Ivoiriens. C'est ça. Parce que du 16, à partir donc le 17, on verra une forme de recomposition du paysage politique. Vous aurez un nouveau leader. C'est ça. Et tout à l'heure, le message a été effleuré par Daouda. C'est ça. Quel type de relation comptez-vous construire avec le RHDP d'une part et avec le PPACI d'autre part? Vous avez parlé d'alliance conjoncturelle, mais là on entre dans une autre ère qui nous mène vers l'élection présidentielle. C'est ça. Comment est-ce que vous allez vous positionner devant ces deux grands blocs qui sont tout aussi forts que vous? Écoutez, le meilleur allié du PDCI-RDA, c'est le PDCI-RDA. D'abord ça. C'est la langue des bois. Non, ce n'est pas la langue de bois, c'est le meilleur. Je suis là, je rappelle. Les meilleurs cadres se trouvent au PDCI-RDA. Voilà, monsieur Bois. La langue de bois. Les meilleurs cadres se trouvent au PDCI-RDA, vous le savez. Mais ça fait longtemps que vous êtes dans l'opposition. Attendez, il va finir de... Vous pensez dans l'opposition? Allez-y, allez-y. Nous sommes dans l'option objective et l'opposition qui fait du bien à la Côte d'Ivoire. Très bien. Isabelle prend la parole. Les Écritures disent que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Aujourd'hui, au PDCI-RDA, il n'y a que 2 candidats qui sont déclarés. Est-ce que c'est lié donc, à cette disposition qui veut que le président du parti ne soit pas le candidat à l'élection de 2025? Est-ce que votre candidat veut prétendre en fait à la présidence en 2025? Non, je vais être clair avec vous. Les dispositions légales au PDCI-RDA, au regard des statuts réglementaires, sont assez claires. Tout est dissocié. Il y a d'abord ce qu'on appelle le congrès qui élit le président du parti et la convention qui désigne. Mais tout ça, c'est par voie d'élection. Donc c'est assez clair. Mais nous disons, en ce qui nous concerne, concernant le cas Benjo, avec qui nous avons eu à discuter, il dit, moi j'ai 72 ans. J'ai toujours eu l'aspiration d'apporter de la réforme au PDCI-RDA. J'estime qu'il faut mettre le parti à un certain niveau et mettre à la discussion de la nouvelle génération. Parce que donc il n'a pas d'ambition présidentielle. Donc il n'a pas d'ambition présidentielle, je pense. Très bien. Alors pour terminer, est-ce que vous pensez que le PDCI pourra être fort à la fin de ce congrès? Certaines voix du PDCI s'élèvent en disant que nous n'accepterons pas ce passage en force qui veut être fait au nom de Thiam. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Vous avez dit que c'est un parti consensus, on a la communication, on sait s'entendre. Quand quelqu'un vous dit qu'on n'acceptera pas le passage en force, on craint déjà pour
les échéances à venir? Bon, c'est à lui d'assumer ses dits, mais au passage en force, il faut avoir les manettes pour faire des passages en force. Je ne pense pas que c'est... Certains du PDCI estiment que TIAM, le cas TIAM, c'est un passage en force. Je ne crois pas du tout. Le PDCI RDA, c'est l'unité des cadres. On se parle, on se construit. Et soyez-en sûrs, nous savons à quel moment nous arrêter quand il y a des discussions à un certain niveau. Donc soyez-en rassurés, il n'y aura pas de déchirure au PDCI RDA. Et vous serez surpris, le 16, ça sera une fête lors du congrès extraordinaire. Merci, monsieur Jean-Michel Amankou, mesdames, messieurs, que nous recevions merci pour ici. l'invitation. Député à Dany Bilokro sous-préfecture et par ailleurs donc cadre du PDCI, membre du bureau politique et soutien d'Akosi Benjo. Ces mots ont été clairs. Il faut qu'au sortir de ces élections, ce qui compte, ce soit donc l'unité au sein du PDCI RDA. Et nous leur souhaitons beaucoup de chance. Après des propos si sages pour permettre à ce parti-là de continuer sa marche donc dans l'histoire de notre politique. Merci honorable d'être venu. Merci à vous également. Merci à tous. Daouda, merci. Merci Herman, à tous. Merci. Alain Toussaint, merci. Isabelle, merci beaucoup d'être venue. André, merci. Merci Christelle. On se retrouvera donc demain pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Et puis Macky Sall vous attend juste après nous. Bonsoir.